Well, if you don't mind, I think I shall speak French because my English is really too bad, too poor, and I'm sorry, but my slides are in English, so maybe well, you will understand. But my French is better. Okay, thank you. Donc quelques mots sur Christian. En fait, je n'ai jamais travaillé avec Christian vraiment, contrairement bien sûr à András. Mais je suis sans doute une de ses plus anciennes connaissances ici, et parce que je l'ai rencontré au début des années 80 à Marseille, quand il était jeune thésard de Gérard Rosy. Donc il travaillait sur l'équidistribution et les automates, donc on avait les mêmes goûts. Et il est venu plusieurs fois à Paris 13 nous expliquer l'évolution de ses travaux jusqu'en 1989. Et là, il a publié un article dans Invenciones qui terminait en gros son sujet de thèse. Et déjà à l'époque, il était hyper actif, hyper mobile. Il allait de Paris à Marseille, de Marseille à Saint-Étienne, où il faisait passer d'école à l'école des mines. Il était tout le temps dans le train. Mais après, il est passé à la vitesse supérieure, il était tout le temps dans les avions. Et on s'est croisés dans les congrès, comme ça, de loin en loin, mais toujours avec plaisir. Et je dois dire que c'est grâce à lui que je suis allée cet été, j'ai assisté au premier congrès franco-brésilien à Rio. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps de le remercier. Ouais. Et c'est pourquoi j'ai eu envie aujourd'hui de vous raconter en fait cet article d'Invenciones. Je vais vous le raconter, les étapes de la démonstration, et puis parler des prolongements. Voilà ce que j'ai projeté de faire. Ok. Bon. Alors, c'est quoi ça? Voilà. Alors, bien sûr, je commence par des définitions. En somme normale. Donc je pars d'une suite d'entiers positifs. Et alors l'ensemble normal associé à lambda, c'est tout simplement l'ensemble des x tel que la suite Tnx soit équidistribuée. Et puis bien sûr avec le critère de Weil, on a une description en termes de moyenne de ces arrows. C'est l'ensemble où ces moyennes tendent vers 0. Alors les premiers exemples, bien sûr, tout le monde les connaît. Si je pars de la suite des entiers, l'ensemble normal, ce sont les irrationnels. Ça reste vrai si je pars d'une suite P de n, où P est polynôme à coefficient entier. L'autre exemple classique, c'est bien sûr quand T n, c'est Q à la puissance n, où Q est un entier supérieur ou égal à 2. Là, ce sont les nombres normaux en base Q. Et on connaît le complémentaire. Enfin, on connaît. Il est négligeable et non dénombrable. Hein, on l'a vu. Alors, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque la croissance est intermédiaire. Donc, par exemple, un exemple qui nous intéresse, c'est ce qu'on a appelé la suite de Furstenberg, qui n'est rien d'autre que, en fait, les nombres 3 friables, mais réordonnés en ordre croissant. C'est une suite qui n'est ni polynomiale, ni lacunaire. Alors, dans l'autre sens, je me donne un ensemble de nombres réels, et je dis que c'est un ensemble normal s'il existe lambda tel que B soit de la forme B de lambda. La définition vient, je crois, de Michel Mendès-France. Alors, à quoi ressemble un ensemble normal? Bon, il y a eu à l'époque beaucoup de travaux sur le sujet, jusqu'à ce que Gérard Rosy en donne une description complète, en 70. Donc, oui, Gérard Rosy. Donc B est un ensemble normal si et seulement si 0 n'est pas dans B. B est stable par translation de 1, stable par la multiplication de Q entier non nul, et si B est exactement l'ensemble de convergence vers 0 d'une suite de fonctions continues sur R. Alors on peut penser que le sujet est clos, évidemment, puisqu'il y a une caractérisation complète, sauf que bien sûr, on n'a aucune information, étant donné B, sur l'ensemble lambda. C'est un résultat très général.
Et puis, en fait, on n'a pas de résultat analogue si on impose à lambda d'être une suite croissante, qui sont comme, bon, ça constitue une classe d'ensemble intéressant. Donc, maintenant, c'est pour ça que Gérard Rosy a posé à Christian le problème suivant. Alors, en 80, Gérard Rosy, avec Christol, Camaé, Mendes France, avait écrit un article sur les nombres algébriques, les automates et les substitutions. Tout naturellement, donc, il a demandé à Christian d'étudier les ensembles d'entiers associés à un automate ou une substitution, et en particulier l'ensemble normal associé. Et en 1989, comme je l'ai dit, Christian a achevé le problème en quelque sorte en montrant le théorème suivant. B est un ensemble normal associé à une substitution irréductible si et seulement si sont complémentaires, donc l'ensemble non normal, est une extension réelle de degré fini de Q. Pareil, un résultat clos qui est magnifique, alors qui demande quand même quelques explications peut-être, et donc je vais revenir sur les définitions. Excusez-moi, hein, je suis un peu obligée. C'est plutôt pour préciser les notations. Alors, si vous permettez, je vais appeler zeta la substitution, bien qu'on soit dans un congrès de théorie des nombres analytique, je ne sais pas si j'ai le droit. Donc, zeta, une substitution, donc c'est une application de A dans les mots finis sur A, qu'on étend par concaténation, on en a vu beaucoup. Alors, l'objet important pour nous, ça sera la matrice de la substitution, Valérie en a parlé. C'est une matrice dont les coefficients entiers sont MIJ, le nombre de J apparaissant dans le mot de zeta de I. Alors, la matrice est dit irréductible si, étant donné un couple IJ, je peux aller de I vers J en une étape. Hein. Donc, et elle est primitive si le n ne dépend pas de IJ. Les valeurs propres de la matrice sont des entiers algébriques, ça c'est bien connu. Si M est primitive, alors elle admet une valeur propre dominante, simple, hein, qu'on appelle un nombre de Perron. Tous les autres conjugués en module sont strictement plus petits. Par contre, si elle est seulement irréductible, vous pouvez avoir des valeurs propres de même module. Ce qui complique l'étude, évidemment. Donc là, il y a un exemple de substitution irréductible non primitive. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec une substitution? Vous l'avez vu aussi, hein, plusieurs fois, vous le savez. On itère la substitution sur une lettre, si on peut, et on construit ainsi des points fixes, et éventuellement un système dynamique. Donc, quand la matrice est irréductible, toute lettre, tout mot apparaît une infinité de fois. Et il y a une suite d'entiers qui apparaît immédiatement, ou plutôt un vecteur de suite d'entiers, qui sont les suites de longueur, des mots itérés. Et ils s'obtiennent à partir de la matrice M, vous voyez, de façon très simple. Ln, c'est Mn appliqué au vecteur unité. Enfin, 1, 1, 1, pardon. Alors maintenant, ça y est, je suis en mesure de peut-être préciser le résultat de Christian. Donc, je pars d'une substitution irréductible sur un alphabet qui admet un point fixe que j'appelle U, et j'appelle lambda de U et de A la suite obtenue la suite des rangs des apparitions de la lettre A dans U. Vous voyez, hein? Donc c'est une suite strictement croissante. Et donc B est de la forme B de lambda, pour U et A fixées, si et seulement si, voilà, R-B est une extension réelle de degré fini sur Q. Voilà, comme ça, je pense que c'est clair. Alors, les étapes de la preuve sont intéressantes. Donc, le sens direct d'abord, donc j'appelle W le complémentaire de B, vous avez compris que c'est l'ensemble non normal qui est plus facile à décrire. Alors, la première étape, c'est la plus importante, parce qu'elle ramène le problème. Parce que bien sûr, W, c'est un ensemble où des moyennes de Césaro ne tendent pas vers 0. Pas très facile à étudier. Il ramène le problème à celui-ci. C'est-à-dire, il se ramène à des suites d'exponentielles. Il regarde l'ensemble où ces exponentielles tendent vers 1. Voilà. Donc ça, c'est l'étape clé.
une fois que ceci est fait, après, évidemment, c'est plus simple parce qu'on se souvient que cette suite de longueurs, ln de i, hein, qu'on a vu tout à l'heure, elle s'exprime, bien sûr, à l'aide de la matrice, donc à l'aide des valeurs propres de la matrice. Voilà. Donc là, il fait appel à un théorème de Piso, son théorème bien connu de Piso, qui dit la chose suivante. Si θ est un nombre algébrique plus grand que 1 en module, et si lambda est un réel, tel que norme de lambda θ puissance n tend vers 0, la norme c'est la distance aux entiers, hein, on l'utilise aussi, alors θ est un nombre de Piso, c'est-à-dire un entier algébrique, ok, plus grand que 1 et tous les conjugués sont strictement plus petits, et lambda est dans le corps de θ. Voilà. Alors, ce que fait Christian, c'est qu'il améliore ce résultat, il reprend la démonstration, il l'améliore, cette fois-ci en partant d'un nombre fini de nombres algébriques. Il part de θ1, θr des nombres algébriques, plus grand que 1, et puis il suppose qu'il vérifie cette condition qui est là. La condition qui est un petit peu plus compliquée, sigma de alpha i, pi de n, θi puissance n, en norme tend vers 0. Les alpha i sont des réels ici, et les pi sont des polynômes à coefficient entier. Alors, tous les θi sont des entiers algébriques, les conjugués sont différents bien sûr, sont dans le disque unité ouvert, et puis les alpha i chaque alpha i pardon, est dans le corps de θi. Alors vous voyez, donc ça donne le sens direct, puisque vous appliquez ça aux valeurs propres, plus grandes que 1 de la matrice M irréductible. Voilà. Alors dans l'autre sens, il part également d'un théorème de Piso. Gérard Rosier était un ancien élève de Piso, qui dit que toute extension algébrique de degré fini de Q, de degré S, peut s'écrire sous la forme Q de θ, où θ est un nombre de Piso de degré S. Bon, alors on part de ce θ, on part de ce nombre θ. C'est un nombre de Piso, donc c'est en particulier un nombre de Perron, hein. Et en fait, il y a une description des nombres de Perron par Lint. Alors, publié en 92, mais c'était connu avant. Christian connaissait aussi, même s'il refait une démonstration dans son article. Alors, étant donné un nombre de Perron, on peut toujours construire une matrice primitive, donc irréductible, telle que l'ensemble des valeurs propres de M soit exactement θs et conjugués. Bon, alors après, c'est fini, il n'y a plus qu'à construire zeta, U et A, hein, de façon que, effectivement, W soit exactement l'ensemble non normal associé. Voilà. Donc, vous voyez, le théorème est clair. Enfin, les étapes sont claires. Et... Alors, les exemples. Donc, l'incontournable Fibonacci, évidemment. Parce que les longueurs sont faciles à calculer. Ce sont les entiers de Fibonacci. Et dans ce cas-là, bien sûr, W, c'est Q de racine de 5. Alors, autre exemple qui lui ressemble beaucoup, vous voyez, une substitution. Alors, bien sûr, j'ai pris des substitutions de longueur non constante. Cette fois-ci, on obtient Q de racine de 2. Bon, dans son article, il y a des exemples beaucoup plus sophistiqués, parce que je confirme avec Bruno, il aimait les calculs. C'est impressionnant. Oui, voilà, exactement. S'il avait fait ça avant, effectivement. Alors... Donc à partir de là, je me suis dit, j'ai pensé à plusieurs choses, au prolongement possible et même récent des travaux ou de la preuve de Christian. Alors, bien sûr, il y a l'ensemble normal associé à des suites de nombres premiers, mais ça, Bruno l'a parfaitement expliqué. L'ensemble normal associé à des... Alors j'ai appris le mot seulement il y a quelques jours, à des entiers ellipséfiques, mais ça c'est Cécile qui nous l'a expliqué aussi. Et alors, par contre on a vu au cours de la démonstration, on a vu apparaître certains groupes, je vais y revenir, certains sous-groupes remarquables du cercle. Alors bien sûr on peut s'intéresser, c'est le titre de mon exposé, à des ensembles non normaux beaucoup plus généraux. Bon. Et puis, pour finir, un slide sur le lien avec les suites rigides, dont a parlé Mariusz. Voilà. Donc, mais tout ça, je vais survoler, quoi. Donc, je ne parle pas des deux premières choses, bien sûr.
Donc, sous-groupe remarquable du cercle. Alors, je ne sais pas du tout où j'en suis. Alors maintenant, je me restreins au cercle, donc. Et je vais m'intéresser plutôt à h infini de lambda, l'ensemble des x tel que la norme de Tnx tend vers 0. Donc, Christian considérait ça avec Tn, bien sûr, la suite associée à la substitution. Alors, on peut aussi regarder les suites HP, mais je n'aurai pas le temps. Alors, première question, si Tn est une suite quelconque, on ne peut pas dire grand-chose. On peut se demander déjà s'ils sont dénombrables. Sinon, quelle est la dimension de Hausdorff? Et puis, alors par contre, s'il y a des conditions de lacunarité ou des conditions arithmétiques, vous allez voir, c'est à peu près les deux choses qui apparaissent, on peut espérer peut-être une description qui sait, comme a fait Christian. Alors ces groupes ont été étudiés depuis longtemps en fait. Donc il y a un papier d'Eggleston de 1951 qui dit que si la suite Tn est croissante et pas trop lacunaire, alors h infini est dénombrable. Par contre, si la suite est croissante hyperlacunaire, hein, dans ce cas-là, la dimension de Hausdorff est 1. Voilà, donc deux extrêmes. Et il y a aussi un résultat d'Erdős-Taylor qui concerne le groupe H1, mais comme je vous l'ai dit, je vais pas avoir le temps. Alors, une classe intéressante, c'est le cas où lambda est constitué de la suite Qn de alpha, des dénominateurs d'un nombre irrationnel alpha. Parce que là, on peut espérer, dire quelque chose. Alors, on l'a vu d'ailleurs dans l'exemple de Christian, enfin, dans l'exemple de Fibonacci, les longueurs, ce sont les nombres de Fibonacci, c'est-à-dire les dénominateurs du nombre d'or. Hein. C'est pas un hasard, évidemment. Donc, je pars de alpha, irrationnel, et je regarde lambda de alpha. Et alors, il y a un théorème qui date de Larcher, Jaeger et Liardet, et qui dit que h infini est dénombrable si et seulement si alpha est dans BAD, c'est-à-dire à quotient partiel borné. Hein? Et dans ce cas-là, on sait décrire h infini, c'est z alpha, sur T. Et la démonstration, elle découle directement de la décomposition en base alpha. Hein? Tout nombre peut s'écrire comme ça, sigma de Bn alpha n. Les alpha n sont les quotients complets de alpha. Et Bn a certaines contraintes, plus petit que An plus 1, et puis si Bn égale à n plus 1, Bn plus 1 égale 0. Et avec cette décomposition, on peut décrire complètement h infini de alpha. Donc la démonstration découle immédiatement. Alors tout de suite des questions. Qu'est-ce qu'on peut dire si alpha est un nombre de Liouville, par exemple? Je ne sais pas. Plus généralement, est-ce qu'on peut avoir une idée de la dimension de h infini de alpha? Et puis, ah oui, là, j'avais mis une remarque parce que j'aime bien cet article de Pollington et Vellani. Eux, ils étudient, ils relâchent un peu la condition, ils étudient la condition Lie-Minf de Qn de alpha bêta égale 0 pour étudier la conjecture de Littlewood. Et évidemment, c'est beaucoup plus gros, on s'en doutait. Ok. Donc voilà, je dis rien de plus sur ces groupes, mais évidemment, il y a beaucoup de choses. Alors maintenant, les ensembles non normaux. Alors, l'ensemble non normal est beaucoup plus gros, évidemment. Hein. C'est l'ensemble des x tels que Tnx ne soit pas équiréparti. Il est négligeable, mais beaucoup plus gros que ces groupes qu'on vient de voir. Alors, encore une fois, si Tn est quelconque, on n'espère pas arriver à décrire, bien sûr, ce genre d'ensemble, mais on peut toujours se poser des questions de cardinalité, de dimension, et aussi des mesures portées par ces ensembles. Alors, je vous rappelle des choses bien connues. Bien sûr, si lambda est croissante, la mesure est nulle. Ils sont négligeables, hein, comme pour les nombres Q normaux ou non normaux. Si lambda est lacunaire, la dimension est 1. Il y a une démonstration de Fan, je crois, de cet article. Mais la lacunarité n'est pas nécessaire. Hein. Stéphane Neuwirth avait remarqué que pour cette suite-là, réordonnée, on a encore la dimension de Hausdorff égale 1. Et si la suite, c'est la suite de Furstenberg, alors l'ensemble W est non dénombrable parce qu'il contient tout simplement, enfin c'est Furstenberg lui-même qui le remarque, il contient un ensemble non dénombrable de nombres de Liouville. Mais je ne sais pas quelle est sa dimension apparemment. Les nombres de Liouville sont de dimension 0. Voilà. Alors, autre outil que j'aime bien, moi, ce sont les mesures portées par les ensembles. Alors, parce que quand on a un ensemble,
les mesures qu'il supporte rendent compte bien sûr de la nature de la mesure rend compte du support, hein, même s'il y a un principe d'incertitude derrière. Par exemple, si un ensemble porte une mesure continue, sans atome, l'ensemble doit être non dénombrable. Hein, on utilise souvent ça d'ailleurs. Hein. Bon, alors maintenant on essaye d'aller un petit peu plus loin, on s'intéresse aux mesures de Reichmann, des mesures dont la transformée de Fourier tend vers 0 à l'infini. Alors, est-ce que, par exemple, alors le support d'une mesure de Reichmann n'est pas quelconque. Il peut pas avoir beaucoup de trous, il peut pas être trop poreux. Par exemple, l'ensemble de Cantor ne porte pas de mesure de Reichmann. Et il est constitué de nombres 3 normaux. Non 3 normaux, pardon. Donc on a l'impression que c'est mal parti pour notre ensemble W. Et pourtant, le pire, voilà, le pire, c'est que Russell-Lyons, qui a étudié ça, a montré que si une mesure annulait les ensembles de type W, c'était nécessairement une mesure de Reichmann. Bon, ça ne veut pas dire que... Et en effet, malgré tout, il y a des ensembles non normaux qui portent des mesures de Reichmann. Ça existe, mais vous voyez, c'est un peu limite. Et donc je cite juste un résultat qui est inspiré d'une construction de Russell-Lyons. Étant donné une suite croissante qui a cette propriété de divisibilité, si Tn divise Tn plus 1, alors W de lambda porte une mesure de Reichmann. Mais sans cette condition, on ne sait pas faire. Bon. Donc vous voyez, on rencontre toujours soit une condition de lacunarité, soit une condition de divisibilité. Voilà, alors pour finir, oh bah c'est bien, je suis dans les temps. Donc le lien avec les suites rigides dont a parlé Mariusz. Donc je vous rappelle ce que c'est. C'est une suite d'entiers est une suite rigide si il existe un système dynamique faiblement mélangeant. Bon, je vais dire comme lui, c'est pas grave si on ne sait pas ce que c'est. Tel que la norme dans L2 de f rond Tnk moins f. Ah tiens, j'ai oublié, tend vers 0. Pardon. C'est un peu embêtant. Excusez-moi. J'ai oublié tend vers 0 pour tout f dans L2. Pourtant, je l'ai regardé. Bon. Donc, vous voyez, c'est une propriété spectrale. C'est une propriété spectrale, une propriété de l'opérateur f d'un f rond T. Hein? Et donc, par le théorème spectral, bien sûr, il y a une traduction, hein, puisque le spectre est sur le cercle, il y a une traduction en termes de mesure sur le cercle. Et donc, Nk est une suite rigide. S'il existe une mesure de probabilité continue sur le cercle, telle que mu chapeau de Nk tend vers 1. Bon, donc on peut préférer cette définition. C'est une question de goût. Alors, il y a eu énormément d'articles récemment sur le sujet. J'ai pas pu écrire tous les noms. Donc, FT, c'est Fayad-Touvenot. BJLR, c'est Bergelson, Del Junco, Lemanchik, Rosenblatt. C'est bien, bon. Et EG, c'est Eisner, Griveaux. BG, c'est Badea, Griveaux, collègue de Lille, c'est pour ça. BGM, Badea, Griveaux, Matron, c'est sur Archive, etc. Donc il y en a plein, des gros articles en plus, l'article de Lemanchik, voilà. Et donc j'ai juste extrait 2 petites propriétés, hein. Donc je suis loin d'épuiser le sujet, que voilà, qui sont en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc si la suite est rigide, alors W de lambda n'est pas dénombrable. Bon, ça c'est pas très dur. Si H infini est dense, alors la suite est rigide. Ça c'est plus dur parce qu'il faut construire une mesure. Hein, bon. Ok. Et donc voilà essentiellement ce qu'on sait. Alors avec, enfin bon, j'exagère. Avec ceci, on peut quand même donc donner des exemples. Donc si Nk divise Nk plus 1 pour tout cas, la suite est rigide parce que tout simplement H infini est dense. Il y a suffisamment de racines de l'unité. Si la suite est hyperlacunaire, alors elle est rigide, mais ça on le savait déjà. C'est le résultat d'Eggleston, parce que H infini est non dénombrable, hein. J'ai rappelé ça tout à l'heure. Qn de alpha est toujours rigide, bien sûr, puisque H infini de alpha contient alpha, il est dense. Ok. La suite des nombres premiers n'est pas rigide.
Parce que W de lambda est au plus dénombrable. Hein, c'est Vinogradov. D'accord? Et donc on pourrait rajouter effectivement les sous-suites de nombres premiers. Enfin, bon. Ok. Bon, donc là aussi, vous voyez, j'arrête là. Le sujet est loin d'être terminé. Et je vais terminer par juste un slide de questions. Alors, la première question, c'est dans l'article de Lehmann-Schink et compagnie. Donc, est-ce que la suite de puissance K puissance K est rigide? Bon, je ne sais pas. La deuxième question, est-ce que la suite de Furstenberg est rigide? Ça a un lien avec la conjecture de Furstenberg. On ne sait pas. On ne sait pas montrer ça. Encore une fois, construire une mesure, c'est pas toujours facile, puis on est limité par les exemples. Alors, on peut définir bien sûr B de lambda, W de lambda, H infini de lambda pour des suites de réels. Et par exemple, le théorème de Piso, il peut s'énoncer comme ça. H infini de θ puissance n égale Q de θ. Hein, si θ est, vous vous souvenez? Si θ est algébrique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire si pour les transcendants? Est-ce qu'il y a des transcendants pour lesquels on a encore ça? On ne pense pas, mais j'en sais rien. J'ai pas trop d'intuition. Alors, la question d'après, c'est la question que je l'ai citée, effectivement. Est-ce que WTN porte une mesure de Reichmann? Si on n'a pas cette propriété de divisibilité, il faut sans doute remplacer cette propriété par une propriété d'hyperlacunarité. Bon, mais bon, là aussi, on est un peu gêné par les exemples. Ah oui, alors une question aussi que je voulais poser à Christian, j'avais pensé à ça avant. Erdős a montré qu'il existait une infinité de nombres premiers dans la suite Qn de alpha, pour presque tout alpha. Je ne sais pas si vous connaissez cet article. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur la proportion de ces nombres premiers? Par exemple, sur les grands n premiers termes de la suite Qn de alpha, est-ce qu'on a n sur log n, nombre premier? Bon, je ne sais pas. Et puis la dernière question, alors elle vient de Christian par contre. Je ne pense pas qu'elle ait été résolue depuis, j'en sais rien à vrai dire. Mais je ne crois pas, j'ai cherché. Étant donné une suite d'entiers qui satisfont le langage des parenthèses, vous voyez ce que ça veut dire? Des parenthèses, vous avez autant de parenthèses ouvrantes que fermantes. Par contre, en cours d'écriture, vous avez plus d'ouvrantes que de fermantes. Donc ça impose des conditions sur les digits, 0 et 1. Et il avait posé la question, est-ce que justement l'ensemble normal contient les irrationnels? Ou l'ensemble non normal contenu dans les rationnels? Voilà, je vous remercie beaucoup et je voulais terminer par une photo du Brésil, grâce à Christian. So thank you for your talk. Questions? Some questions? Please, I think it doesn't work. Oh. Sur le numéro 11. Numéro 11. Oui. Ah, yes. Bon. Yes. So slide number 11. Number 11, yes. Okay. Yeah, you're talking about Gillet Oui. decomposition. Yes. Never heard of it. Is it the same Yes, as Ostrovsky? So Ostrovsky is for integer, I suppose, no? I mean, and Gillet, but Verasos also gives this decomposition for real numbers. You know? Okay, yeah, sure. Okay. Yeah, these are for real numbers, yeah. Yeah. Okay. Well, it's that dates maybe from French. when? I never heard about Gillet's decomposition. You never heard the name Gillet? No. André Gillet. Okay. And Oh, no. It dates from when? Please? How many years ago? About the 60s. In the 60s, okay. Yeah. Good. So, questions? If not, then thanks
for the speaker again. Thank you.